Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman. Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission du Journal d'une maman. Nous allons parler de l'alimentation de la femme au cours de sa vie. J'ai l'honneur de recevoir pour cela Marie Cervera Marzal. Bonjour Marie. Bonjour. Merci beaucoup d'être venue parmi nous. Vous savez que dans le Journal d'une maman, nous adorons recevoir les diététiciennes qui nous apportent leur lumière. Donc aujourd'hui, nous allons développer le sujet de l'alimentation de la femme au cours de sa vie. Donc on va pas parler de l'alimentation de la femme pendant la grossesse ni post-accouchement, mais vraiment tout au long de sa vie. Marie, vous avez 34 ans, vous êtes maman de 2 enfants, vous avez commencé votre carrière avec un diplôme d'ingénieur agroalimentaire, puis un diplôme en nutrition et micronutrition. Donc à la base, vous êtes ingénieur alimentaire, hein, vous avez passé 2 années de classe préparatoire scientifique aux grandes écoles où vous avez étudié la biologie en large et en travers, comme vous dites. Vous avez intégré par la suite une école d'ingénieur pour découvrir la science des aliments. Vous avez ensuite exercé dans l'industrie en tant que responsable recherche et développement. Vous vous occupiez donc de la création et de l'amélioration des recettes et des emballages de produits vendus à la grande distribution. Et quelques années plus tard, vous avez rencontré quelques problèmes de santé à l'arrêt de votre pilule. Alors, vous dites, énorme poussée d'acné, maladie auto-immune, perte de poids, aménorrhée. Et pendant longtemps, vous avez erré et passé beaucoup de temps à chercher des solutions auprès de la médecine conventionnelle et sans succès. Et c'est finalement en modifiant votre alimentation que vous avez trouvé votre guérison et que vous avez pu tomber enceinte de votre premier enfant. Donc vous en avez 2 aujourd'hui, nous l'avons dit, Gala et Nino. Et comme vous êtes aussi en quête de plus de sens dans votre métier, vous avez décidé de quitter votre poste en entreprise pour communiquer les pouvoirs de la nutrition au plus grand nombre et surtout aux femmes. Vous avez donc décidé d'entamer une formation supplémentaire de 2 ans en nutrition et micronutrition avec l'Institut SIN, c'est comme ça qu'on prononce, et vous avez obtenu donc votre diplôme institutionnel européen Intelligente Nutrition. Vous avez donc dans la foulée créé votre entreprise qui s'appelle Les Bien Nourris. Donc pour aider les femmes en particulier à se libérer des problèmes cutanés, des troubles digestifs, de la fatigue chronique, des douleurs et de l'anxiété, et surtout aider les femmes à retrouver un bien-être physique et émotionnel, surtout avec une approche naturelle. Mais vous accompagnez également les femmes tout au long des grandes étapes de leur vie. Nous allons en parler, donc la puberté, le syndrome prémenstruel, le projet de grossesse, la grossesse, le postpartum et la ménopause, donc toute la vie de la femme. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et vous allez nous apporter toutes ces informations, on sait que bien manger fait partie des fondamentaux pour une meilleure prévention santé. D'ailleurs, vous êtes la preuve parce que vous l'avez testé sur vous, et l'Agence nationale de sécurité sanitaire alimentaire réalise d'ailleurs des rapports réguliers sur les besoins nutritionnels de la population française, en prenant notamment en compte des particularités liées à l'âge ou au sexe. Et en effet, certaines étapes de la vie impliquent des besoins spécifiques, notamment pour nous les femmes. Alors on va commencer, Marie, après cette grande introduction, par commencer déjà à la première partie, on va dire, de vie de la femme. Après les règles, le corps change et l'alimentation aussi doit s'adapter. Expliquez-nous comment doit se comporter cette première partie de régulation de l'alimentation. Déjà, la particularité des femmes, contrairement aux hommes, c'est qu'elles sont cycliques. Du coup, elles sont soumises à des modifications hormonales tout au long de leur vie, mais même tout au long de l'année, tout au long du mois, tout au long des semaines. En fait, c'est vraiment la particularité des femmes, et c'est ce qui en fait du coup quelque chose de très challenging d'accompagner les femmes, et même d'être une femme tout court. Et en fait, les femmes, moi, ce que j'ai remarqué dans ma pratique, c'est qu'elles sont souvent habituées à la douleur, à l'inconfort,
justement, vous parlez des menstruations, donc notamment à cause des menstruations, on est vraiment habitué à souffrir. Et en fait, l'idée dans mes accompagnements, c'est chez la jeune femme notamment, c'est d'essayer de les accompagner pour leur montrer qu'en fait, c'est pas normal de souffrir, c'est pas normal d'avoir le ventre hyper ballonné avant d'attendre ses règles, au moment de l'ovulation, c'est pas normal de souffrir le martyre pendant ses règles, de rester une journée, donc ça je l'ai vécu aussi, une journée allongée parce que énorme spasme, et que l'alimentation peut aider le syndrome prémenstruel. C'est souvent ce qu'on expérimente en premier quand on devient femme, c'est-à-dire quand on a ses règles pour la première fois, c'est la douleur du syndrome prémenstruel. Et souvent, en plus, on a une transmission intergénérationnelle comme ça de nos mamans, de nos grand-mères qui nous disent c'est normal, moi aussi, je souffrais, moi aussi j'avais très mal au ventre, parce que c'est vraiment quelque chose qui se transmet un peu de mère en fille. Et donc ça, l'alimentation peut aider. Il y a plein de choses qu'on peut faire du coup avant les règles et pendant les règles pour apaiser en fait ce syndrome prémenstruel, notamment boire moins de café avant les règles, manger moins de viande rouge, manger moins de sucre simple la semaine juste avant les règles, donc c'est des sucres rapides quoi en gros. Donc ça c'est pour ce qu'il faut éviter, mais dans mes accompagnements j'aime surtout accentuer sur ce qu'il faut plus manger. Oui. Et donc, ça va être manger des choses, des aliments qu'on appelle en général anti-inflammatoires. Par exemple, manger des bons gras, comme les oméga 3. Donc, c'est des gras qu'on va trouver... Dans le saumon. Dans le saumon, mais moins cher dans la sardine, dans les maquereaux, dans les anchois. C'est dur comme dans le hareng. Ça. C'est pas exceptionnel en général. Dans une salade, peut-être ? Dans une salade, on peut les transformer aussi, les sardines. On peut faire des rillettes de sardines avec du chèvre frais, par exemple. On peut faire des boulettes de sardines. Et le maquereau, en ce moment, c'est la saison. On peut même l'acheter frais. En fait, c'est beaucoup moins fort, le maquereau frais. Et c'est un bon aliment. Et c'est un super bon aliment. Ça, c'est pour les sources animales d'oméga 3. Et il y a une autre source qui n'est pas très bien connue, qui sont les œufs de la filière bleu-blanc-cœur. Donc c'est une filière en fait oméga 3, les éleveurs ils s'engagent à nourrir leurs poules avec des aliments riches en oméga 3 et comme ça l'œuf qui a la faculté de concentrer en fait les bons gras, il va être une bombe d'oméga 3, une bombe nutritionnelle. Et donc en se nourrissant d'œufs de la filière bleu-blanc-cœur qu'on peut retrouver dans plein de grandes surfaces, on a des bons oméga 3 et c'est un peu plus facile que de manger des sardines 3 fois par semaine. Donc ça c'est pas mal. Et après il y a tous les oméga 3 végétaux aussi qui sont anti-inflammatoires, donc notamment l'huile de colza, l'huile de noix, les graines de chia, les graines de chanvre. Et tout ça, ça participe du coup à apaiser ce syndrome prémenstruel. L'inflammation. Oui. Il n'y a pas que ça, mais c'est un grand levier. D'accord, donc une semaine avant les règles, quand on connaît notre cycle, on commence à charger en oméga 3, diminuer viande rouge, sucre rapide, café, excitant, les boissons énergisantes, les sodas, tout ce qui va contenir en fait de la caféine. D'accord. Et pendant les règles? Et pendant les règles, alors en général, il y a beaucoup de femmes, donc moi j'aime bien aussi faire confiance aux femmes et à leur instinct, puisqu'il y a beaucoup de femmes qui ressentent le besoin de manger plus de produits laitiers pendant leurs règles. Et ça, il ne faut pas hésiter à y aller, parce qu'en fait, on a des besoins accrus en calcium pendant les règles, donc des yaourts, du fromage, on peut. Souvent, on a besoin plus de magnésium aussi. Donc ça, c'est les micronutriments. Là, quand je parlais des gras, c'était plus les macronutriments. Mais du coup, pendant les règles, calcium, magnésium. Donc là, on va le trouver dans les amandes, par exemple, dans le chocolat noir, dans plein de choses. En fait, quand on mange varié, équilibré, on trouve du magnésium dans plein d'aliments. Et ça, ça va être plutôt pendant les règles, plutôt axé sur le calcium, le magnésium. Et c'est un petit peu, c'est cette alimentation-là anti-inflammatoire et adaptée finalement aux menstruations. C'est un petit peu la même alimentation que quand on souffre d'endométriose. L'endométriose, c'est une maladie qui est beaucoup plus diagnostiquée aujourd'hui qu'il y a quelques années. Donc, il y a beaucoup plus de jeunes filles aujourd'hui qui savent que elles souffrent parce qu'elles ont de l'endométriose. Et donc, en fait, c'est un peu les mêmes principes. J'accompagne aussi les femmes qui ont de l'endométriose. Alors, une fois qu'on a passé cette période, syndrome prémenstruel qui nous suit toute notre vie jusqu'à la ménopause. Là, on parlait des jeunes. Donc, on arrive après à l'âge plus ou moins adulte. On parle pas de la grossesse. Quand on est une femme, entre 20 et 30 ans, quels sont les besoins? Est-ce que ce sont les mêmes que les jeunes? Est-ce qu'on peut continuer à adopter la même alimentation qu'à nos 18 ans? Alors,
Oui, tout à fait. On va dire entre 20 et 30 ans, on est encore très très jeune. On n'a pas de problème hormonaux encore. Voilà, alors le seul problème que je peux rencontrer auprès de certaines femmes, c'est le problème qui est autour de la contraception hormonale. En fait, là, on est un peu, voilà, quand on a 30 ans, entre 30 et 40 ans, on va dire, on a la génération qui a été mise sous pilule un petit peu de manière automatique et parfois pas pour la raison à laquelle on pense tout de suite, c'est-à-dire la contraception, plus parce que, justement, il y avait des règles douloureuses, ou alors il y avait de l'acné, ou alors il y avait pas du tout de règles, ou des règles irrégulières, ou des migraines, ou pour toutes ces raisons-là, en fait, on a parfois passé 10 ans sous pilule. Et donc, souvent, vers 25-30 ans, on a envie d'arrêter la pilule. On se dit, soit parce qu'on a envie d'avoir un enfant, mais même parfois juste parce qu'on se dit, je vais changer, je vais mettre un stérilet. Et là, on peut rencontrer des soucis qui sont pas du coup physiologiques, en fait, mais qui sont tellement présents et que je retrouve tellement, en fait, dans ma clientèle, que ça vaut le coup d'en parler. Parce qu'en fait, l'arrêt de la pilule, c'est un bouleversement hormonal au même titre que le début des règles, au même titre que la grossesse, le postpartum, la ménopause. L'arrêt de la pilule, c'est un vrai chamboulement hormonal pour la femme et on peut l'accompagner. Avec l'alimentation, on peut l'accompagner de deux manières. Soit on peut le préparer, préparer l'arrêt de la pilule, soit on peut guérir, on va dire, l'arrêt de la pilule et rééquilibrer ce qui se passe souvent à l'arrêt de la pilule. Moi, j'appelle carrément ça le syndrome post-pilule, parce qu'on retrouve beaucoup de mêmes symptômes, en fait, à l'arrêt de la pilule. Alors ça, on n'en parlait pas assez. On parle beaucoup de symptômes pendant le traitement hormonal, en fait, tout ce que ça cause, mais à l'arrêt, c'est vrai qu'on n'en parle jamais. Ouais. Dites-nous ce qui peut se passer. Souvent, à l'arrêt de la pilule, du coup, il y a un rebond du coup hormonal, il y a un petit dérèglement hormonal, et du coup, il peut y avoir, par exemple, de l'acné. Soit on retrouve de l'acné d'avant, qu'on avait finalement mis en pause pendant 10 ans, soit on n'a jamais eu d'acné et on se met à avoir de l'acné à l'arrêt de la pilule, ça c'est possible. Puis il y avoir aussi beaucoup de fatigue, des pertes de poids, des prises de poids. Prise de poids ? Ouais, c'est possible à l'arrêt de la pilule. Parce qu'il y a un dérèglement. D'accord, il peut y avoir aussi des règles complètement irrégulières, anarchiques, voire des aménorrhées, donc on récupère jamais les règles pendant un temps. Il peut y avoir aussi les chutes de cheveux, il peut se passer plein de petites choses auxquelles on ne s'attendait pas. Et qui peuvent durer plus ou moins longtemps, en fait. Si on le prend à bras-le-corps dès l'arrêt de la pilule, ou même si on prépare l'arrêt de la pilule, ça peut durer pas trop longtemps, quoi. En gros, il est vraiment transitoire. D'accord. Et donc, vous accompagnez les femmes, par exemple, qui arrêtent la pilule. Est-ce qu'on vous conseillez également l'alimentation anti-inflammatoire à ce moment-là ? Oui, il y a l'alimentation anti-inflammatoire, mais à ce moment-là, il faut vraiment personnaliser en fonction de... je m'aide beaucoup aussi des résultats d'analyse, donc je travaille souvent en collaboration avec des médecins, évidemment, donc gynécologues, endocrinologues, même des médecins généralistes. Et par exemple, si à l'arrêt de la pilule, on a une thyroïde qui est déséquilibrée, souvent quand il y a des règles déséquilibrées, on va regarder quand même la thyroïde. Et donc s'il y a une thyroïde qui est qui va pas bien, hyperthyroïdie, là on peut mettre aussi en place une alimentation adaptée. Donc oui, c'est souvent c'est pas que une alimentation anti-inflammatoire, il y a tout un rééquilibrage, mais il y a toujours la présence d'oméga 3. On rééquilibre aussi souvent ce que je fais. La première chose que je fais, c'est travailler sur les petits déjeuners. Notamment, on parlait d'acné, donc notamment quand il y a de l'acné. Il y a différentes formes d'acné, on parle d'acné hormonale, mais ça peut être des acnés digestives aussi, parce qu'il y a souvent aussi des troubles digestifs qui peuvent apparaître au moment de l'arrêt de la pilule. Et ça, on peut agir à plein de niveaux, et je travaille beaucoup sur donc on parlait de cycle chez la femme. Ça, c'est commun aux hommes et à la femme. Il y a aussi une rythmicité des repas dans la journée et de l'importance de différents macronutriments tout au long de la journée. Et souvent, quand je change le petit déjeuner de mes patientes, du coup, déjà, au bout de 15 jours, il y a un mieux-être avéré, quoi. Incroyable. Donc, par exemple, on met plus de protéines au petit déjeuner, on met moins de sucre rapide au petit déjeuner, et déjà, ça rééquilibre, ça participe au rééquilibrage hormonal, même sur des neurotransmetteurs, parce que voilà, on parlait de mieux-être physique, de mieux-être émotionnel. En fait, l'alimentation, elle participe aussi au bien-être mental, quoi.
Donc, c'est super intéressant. C'est vrai qu'on mesure pas tout ça, mais c'est tellement intéressant, voilà, de faire venir des professionnels. En plus, vous êtes spécialisé vraiment sur l'alimentation de la femme, et je trouve que c'est tellement important. Je pense que toutes les femmes devraient faire un bilan, en fait. Est-ce que je mange bien? Est-ce que c'est normal? Et être accompagnée tout au cours de sa vie. Hein. Donc là, on a parlé de ces femmes-là. Donc la grossesse, on va pas développer parce qu'on a fait énormément d'émissions de l'alimentation pendant la grossesse. Donc on sait que la femme enceinte, elle a un peu plus besoin de choses qu'une femme qui est pas enceinte. Rapidement, est-ce que vous pouvez nous rappeler les besoins de la femme enceinte? Oui, si je devais synthétiser du coup les besoins de la femme enceinte, rappelons que la grossesse a un coût calorique. C'est normal d'avoir besoin de manger plus de calories quand on est enceinte parce qu'on a besoin de construire de nouveaux organes et on a même, donc à la fois des annexes maternelles mais aussi les organes de notre fœtus, mais on a même aussi un métabolisme de base qui change, qui est plus énergivore, on va dire. Donc on a besoin au début 100 calories en plus, ensuite 200, mais à la fin 300 calories. Et ensuite, au niveau des macronutriments, on a besoin de plus de protéines quand on est enceinte. Au départ, une femme, on dit qu'elle a besoin à peu près de un petit peu moins d'1 gramme de protéines par kilo de masse corporelle par jour. Une femme enceinte, en fin de grossesse, on va jusqu'à au moins 1,2 g, voire 1,5 g de protéines. Donc ça, du coup, c'est assez challenging quand j'accompagne des mamans végétariennes ou véganes, parce qu'on doit composer, et vraiment, là, c'est tout un rééquilibrage. Et les femmes enceintes, elles ont besoin aussi de plus d'oméga 3. À nouveau, on parle des oméga 3, notamment pour la santé mentale de leur bébé, mais aussi leur propre santé mentale. Il y a beaucoup d'études maintenant qui montrent que la dépression du postpartum est largement diminuée quand il y a un apport accru d'oméga 3 en fin de grossesse. Donc ça, c'est hyper important. Et elle a besoin de plus de fibres aussi, la maman. Plus de fibres, notamment pour nourrir son microbiote. Donc, c'est toutes les bonnes bactéries qu'on va retrouver dans l'intestin et qu'elle va léguer à son bébé, en plus, quand elle accouche par voie basse. Et enfin, beaucoup d'eau aussi. On dit, moi, je conseille en général de boire 1,5 litre par jour quand on est une femme pas enceinte. Et quand on est enceinte, je conseille 2,8 litres par jour. Donc, c'est énorme. Voilà, énorme. En gros. Et après, il y a plein de micronutriments dont elle a besoin encore plus. Mais là, voilà, je me suis focalisée sur les macronutriments. Mais donc, oui, la grossesse, c'est vraiment un moment physiologique chez la femme qui pour moi, vraiment doit être accompagnée par une alimentation adaptée. Complètement. Alors, on va sauter toutes ces étapes, puis on va arriver à la pré-ménopause, ménopause, et la fin, alors on va pas dire la fin de vie de la femme, parce qu'il faut pas exagérer, mais je veux dire, la fin de vie hormonale, on va dire. Hein. Ça se passe bizarrement chez les femmes à ce moment-là. On sait plus en fait. Il y a des prises de poids, des prises de gras, tout est mélangé, on mange normalement, on grossit, on sait pas trop. Expliquez-nous. Eh ben, la ménopause, c'est un nouveau chamboulement hormonal, du coup, de la vie. C'est pas juste quand même. Hein. Parce que, en fait, quand vous accompagnez les hommes, c'est très simple. C'est très simple. C'est très simple. J'accompagne très peu d'hommes, mais c'est très, très simple. Que ce soit des premières règles jusqu'à la fin, c'est quand même très compliqué. Donc, expliquez-nous cette ménopause-là. Eh ben, donc, à la ménopause, donc dérèglement hormonal, on a une décroissance des hormones d'oestrogène et de progestérone, notamment, qui vont à plus ou moins grande, on va dire, échelle, plus ou moins différents degrés, provoquer des inconforts chez la femme. Donc, des bouffées de chaleur, par exemple, comme dit aussi de la prise de poids, éventuellement des troubles aussi digestifs. Et ça, du coup, ça s'accompagne aussi par l'alimentation. Déjà, on dit qu'à partir de 35 ans, mais surtout à 60 ans, donc quand la femme mûrit, on va dire, de plus en plus, elle a besoin, là, à nouveau, de plus de protéines. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est souvent l'inverse, enfin, souvent, on fait le contraire. Parce qu'on a tendance à mettre déjà la femme, à l'époque actuelle, les femmes mangent moins de protéines. Parce qu'on est plus sensible au final que les hommes à notre environnement, à notre santé, et on a l'impression qu'on sera en meilleure santé si on mange moins de protéines, ou moins de viande rouge, on va dire. Et du coup, on remplace pas la viande rouge par autre chose, juste on arrête de manger de la viande rouge, ou même de la viande. Et donc, on est en général en carence protéique quand on est une femme. Et ça peut provoquer de la prise de poids, par exemple la ménopause. Ouais. Parce que, du coup, en fait, la protéine, quand on parle des macronutriments, c'est protéines, lipides, donc gras, et glucides, donc sucre, donc ils sont 3. La protéine, c'est le seul qu'on ne sait pas stocker.
enfin qu'on sait pas stocker sous forme de réserve et qu'on remet à disposition en fait. Les glucides et les lipides, on les stocke, donc on sait les remettre en libre service, on va dire. La protéine, si on l'apporte pas quotidiennement, eh ben on va pas dégrader en fait nos muscles pour, enfin si tout va bien, pour remettre de la protéine en circulation. Et on a vraiment besoin de ces protéines. Donc voilà, à la ménopause, souvent on est en carence protéique, on en a encore plus besoin quand on a 30 ans. Donc déjà, si à 30 ans on n'en mangeait pas assez, et ben à 40 ans, 45 ans, 50 ans, ben, on en a encore plus besoin. Ensuite, on peut relayer aussi les hormones, apporter, je donne un exemple, des phytoœstrogènes. Donc c'est des aliments qui vont un peu mimer, on va dire, les oestrogènes, comme le soja. Donc on peut manger du soja à la ménopause, c'est pas mal. On va aussi rééquilibrer l'alimentation parce que il y a des besoins aussi au niveau des neurotransmetteurs qui peuvent changer. Par exemple, booster un peu la dopamine le matin, c'est un neurotransmetteur qui va, comme son nom l'indique, un peu nous doper. Booster la sérotonine le soir, là c'est plutôt pour se calmer, s'endormir facilement. Donc là, on va jouer sur la chronobiologie nutritionnelle, donc des féculents plutôt le soir. Donc c'est une vieille croyance de penser qu'il faut surtout pas manger de féculents le soir. C'est ce que j'avais entendu. C'est pas vrai? Non, il faut plutôt manger des féculents légumes le soir, donc plutôt végétarien, on va dire, parce que ça va nous aider, ça va nous faire du bien à notre cerveau aussi, à notre mental. C'est important quand même quand on a envie de se sentir bien dans son esprit aussi. Et le matin, ça va être plutôt protéiné, pas trop justement riche en glucides. Voilà, ça va permettre d'avoir de la dopamine, de la sérotonine le soir, ce dont on peut manquer quand on est en préménopause ou périménopause. Et après, au niveau des troubles digestifs, il faut regarder aussi la thyroïde quand on commence à être en préménopause. Parfois, du coup, ça peut un peu dysfonctionner aussi au niveau de la thyroïde. Donc, c'est intéressant de faire un bilan hormonal. Bon, il y a plein de choses à faire. Mais si je devais vraiment parler de un macronutriment important de la ménopause, je penserais aux protéines parce que c'est en général ce qui manque le plus, quoi, je trouve. J'aurais encore des millions de questions à vous poser, mais le temps nous est compté, Marie. Écoutez, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous invite, mesdames, à retrouver Marie Cervera Marzal, donc qui est coach en nutrition et qui aide les femmes à améliorer leur santé et à retrouver leur puissance grâce au pouvoir de la nutrition intelligente dans tout ce qui est surpoids, troubles digestifs, anxiété, prise de poids tout au long de votre vie de femme. Je vous invite à vous rapprocher d'elle. Donc, on vous retrouve sur Instagram aussi, mais on vous retrouve aussi, si on tape votre nom sur Internet, je pense que l'on vous trouve également. Marie, merci infiniment. Chers auditeurs, je vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. Au revoir. Bonjour, c'est Carla. Bonjour, c'est Alison. Nous vous présentons le journal d'une maman.